Peu de franchises cinématographiques ont autant captivé l'imagination du public que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pourtant, certains lecteurs étaient en colère. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avec des visuels époustouflants, une musique entraînante et un casting qui a donné vie aux personnages emblématiques de Tolkien, ces films sont souvent salués comme des chefs-d'œuvre cinématographiques. Toutefois, pour les fans connaissant bien les livres, certains changements ou omissions sont marquants. Malgré leur amour pour les films, certains fans ne peuvent s'empêcher de revisiter ces scènes avec un œil critique, soulignant les divergences entre les adaptations et les livres. Pourtant, ces petites choses n'enlèvent rien à la prouesse monumentale des films. Jackson et son équipe ont relevé le défi colossal de condenser le récit tentaculaire de Tolkien en une expérience cinématographique cohérente. Et la trilogie demeure une véritable leçon de cinéma fantastique. Pourtant, même les plus fervents admirateurs des films se retrouvent à s'interroger sur ces écarts, non par dédain, mais par profond respect pour les livres. Ces moments, aussi frustrants soient-ils, témoignent de la richesse de l'univers de Tolkien et des débats passionnés qu'il continue d'inspirer. La bataille des champs du Pelennor est l'un des moments les plus époustouflants de toute la trilogie, mettant en scène le plus grand et le plus dramatique affrontement de forces de l'histoire de la Terre du Milieu. Toutefois, l'adaptation de Peter Jackson met fortement l'accent sur l'arrivée d'Aragorn et de l'armée des morts, les présentant comme une marée spectrale inéluctable qui balaie les forces de Sauron avec une facilité déconcertante. Bien que visuellement spectaculaire, cette représentation détourne l'attention des forces diverses et redoutables liguées contre le Gondor dans les livres, en particulier les alliés orientaux de Sauron. Le texte de Tolkien consacre de nombreux détails à ces armées humaines, des hommes venus de Rhûn, Arad et d'autres contrées lointaines, dont la participation souligne l'immense influence de Sauron et la complexité du conflit. Dans le livre, les orientaux et les sudistes représentent des menaces uniques sur le champ de bataille, notamment avec des éléphants de guerre qui confèrent un sentiment de danger viscéral et terrestre qu'aucune armée fantomatique ne pourrait reproduire. L'accent mis sur ces alliés offre également l'occasion de réfléchir à la tragédie des hommes influencés par les mensonges et les manipulations de Sauron, ajoutant une ambiguïté morale au conflit. En accordant un rôle aussi décisif à l'armée des morts dans le film, la complexité de la bataille est quelque peu atténuée, même si elle se prête parfaitement au côté cool et à l'évolution du personnage d'Aragorn. Dans les livres de Tolkien, Denethor, intendant du Gondor, est un personnage tragique. Fier, brisé par le chagrin et rongé par le désespoir. Son portrait est nuancé, dépeignant un homme dont la sagesse et la force ont été érodées sous le poids des manipulations de Sauron et la pression écrasante de son rôle. Les décisions de Denethor, bien que souvent dures ou mal avisées, sont profondément ancrées dans sa peur pour l'avenir du Gondor et son désespoir face à la perte de son fils préféré, Boromir. Dans les films, Denethor est dépeint comme beaucoup plus cruel et égoïste, souvent à la limite du mal. Son traitement sévère envers Faramir, son rejet impitoyable des conseils de Gandalf et sa décision téméraire de se brûler vif avec Faramir le dépeignent comme un personnage mesquin et tyrannique plutôt que tragique. Si cette approche accentue le côté dramatique et souligne les enjeux de la lutte du Gondor, elle sacrifie une grande partie de la subtilité qui rend l'histoire de Denethor si poignante dans les livres. Dans les romans de Tolkien, Gimli est un représentant fier et fidèle des nains, incarnant leur riche culture, leur profond respect pour leurs ancêtres et leur loyauté farouche envers leurs semblables. Si ces traits demeurent intacts dans les films de Peter Jackson, l'adaptation s'appuie davantage sur le potentiel comique de Gimli, l'utilisant pour apporter de la légèreté dans certains moments sombres de l'histoire. Ce changement est particulièrement évident dans la séquence des mines de la Moria, où l'émerveillement de Gimli à son entrée dans Khazad-dûm et son chagrin à la découverte du tombeau de Balin sont contrebalancés par des moments d'humour, comme ses vantardises assurées sur l'artisanat nain avant l'ouverture des portes ou ses cris de guerre fougueux pendant le combat. Si certains fans des romans pourraient trouver cette représentation moins sérieuse, elle ajoute finalement de la profondeur à la dynamique d'ensemble et rend Gimli plus attachant pour un public plus large. Son humour ne compromet ni sa bravoure, ni son dévouement. Au contraire, il l'humanise, faisant de lui un personnage attachant et mémorable dans une histoire peuplée de personnages plus grands que nature. En exploitant le côté comique de Gimli, les films créent un ton narratif plus équilibré, garantissant que l'histoire reste captivante sans devenir trop sombre. La disparition de Gollum dans Le Retour du Roi marque l'un des moments les plus cruciaux et tragiques de la franchise, mais son déroulement diffère sensiblement entre le livre de Tolkien et le film de Peter Jackson. Dans le roman, la mort de Gollum est façonnée à la fois par son obsession pour l'anneau et par un cruel coup du sort. Après avoir mordu l'anneau du doigt de Frodon, Gollum, submergé de joie, danse follement au bord du gouffre avant de glisser et de tomber dans la lave. Cette chute accidentelle souligne les thèmes de la fatalité et du pouvoir corrupteur de l'anneau, montrant comment il détruit tous ceux qui subissent son influence, même s'il est finalement détruit. Dans le film, la fin de Gollum est bien plus dramatique et physique, avec une lutte entre lui et Frodon au bord du gouffre. Leur combat culmine lorsqu'ils tombent tous deux, Frodon s'accrochant de justesse à la corniche, tandis que Gollum, agrippé à l'anneau, plonge dans la lave. Cette version
accentue la tension et le spectacle du moment, rendant la tentation finale de Frodon et la destruction de l'anneau plus immédiate et viscérale. Si certains fans du roman pourraient regretter le ton plus calme et ironique de la mort de Gollum dans le roman, qui conclut véritablement son histoire tragique, la version cinématographique offre une conclusion visuellement puissante qui souligne la lutte de Frodon et l'emprise dévastatrice de l'anneau. L'une des variations notables de la version des deux tours de Peter Jackson est l'arrivée d'un contingent elfique à la bataille du gouffre de Helm menée par Haldir de Lothlórien. Dans le livre de Tolkien, cet événement n'a pas lieu. La bataille est livrée uniquement par les Rohirrim et leurs alliés, soulignant l'isolement du Rohan et la force de son peuple face à des adversaires insurmontables. L'inclusion des elfes dans le film renforce le sentiment d'unité entre les peuples libres de la Terre du Milieu, démontrant que l'ancienne alliance entre les elfes et les hommes tient toujours, même face au désespoir. Bien que cet ajout ne soit pas fidèle au livre, il fonctionne efficacement dans le contexte cinématographique. La vue des elfes marchant au combat avec leur armure étincelante et leur tir à l'arc précis ajoute une impression de grandeur à ce siège déjà épique. Cela souligne également le thème plus large de la solidarité contre Sauron, suggérant que la lutte contre le mal transcende les clivages culturels et historiques. Pour certains fans, la présence des elfes peut nuire à l'exploit des Rohirrim, mais pour d'autres, elle renforce le poids émotionnel de la scène, faisant du gouffre de Helm un lieu symbolique pour toute la Terre du Milieu. Dans l'adaptation du Retour du Roi par Peter Jackson, l'un des écarts les plus controversés par rapport au texte de Tolkien est le moment où Sam quitte brièvement Frodon. Après que Gollum a trompé Frodon en lui faisant croire que Sam veut l'anneau pour lui, Frodon, sous l'influence corruptrice de l'anneau, ordonne à Sam, furieux de partir. Le cœur brisé mais obéissant, Sam entreprend son voyage de retour par les escaliers de Cirith Ungol où il découvre des preuves de la trahison de Gollum et revient sauver Frodon de Shelob. Cette séparation temporaire, absente du récit original de Tolkien, ajoute une dose de tension et de drame à leur voyage, soulignant la tension que l'anneau exerce sur les liens les plus forts. Si certains fans estiment que ce changement sape la loyauté indéfectible dont Sam fait preuve dans le livre, il sert également un objectif narratif dans le film. Le moment de la séparation engendre des enjeux émotionnels plus importants et confère au retour éventuel de Sam un triomphe supplémentaire. Il souligne le pouvoir corrosif de l'anneau qui sème le doute même entre les amis les plus proches. En fin de compte, cet écart souligne la résilience de Sam et son engagement envers Frodon, renforçant son rôle au cœur de l'histoire. L'une des omissions les plus significatives de toute la trilogie est l'absence du nettoyage de la comté. Le dernier chapitre du Retour du Roi, où Frodon, Sam, Merry et Pippin retournent dans leur pays natal et le trouvent envahi par des voyous sous le contrôle de Saruman et Grima. Ce chapitre offre un puissant commentaire sur les effets de la guerre et la résilience des hobbits, alors qu'ils, aguerris par leur voyage, se soulèvent pour reconquérir leur foyer. Le nettoyage constitue également un moment narratif crucial, soulignant des éléments thématiques du changement de la dure réalité. Même après de grandes victoires, la paix n'est pas facile à rétablir. Bien que l'omission de cette scène soit souvent perçue comme l'une des plus grandes occasions manquées des films, on comprend aisément pourquoi Jackson a choisi de l'omettre. La conclusion de la trilogie, déjà longue, devait concilier plusieurs fils conducteurs et se concentrer sur la conclusion des arcs émotionnels des personnages. La fin plus simple et plus sereine, avec le retour des hobbits dans une comté paisible, fonctionne bien cinématographiquement, offrant un sentiment de clôture et d'espoir après les ravages de la guerre. Bien que les films soient toujours profondément satisfaisants, cette absence laisse planer un sentiment persistant de ce qui aurait pu être, un moment qui aurait résonné profondément avec les thèmes de la croissance, de la survie et du triomphe de l'esprit, même face à une obscurité écrasante. Dans la version cinématographique de la communauté de l'anneau, le bref moment de tentation de Galadriel en Lothlórien est bien plus intense que dans le roman original. Lorsque Frodon lui offre l'anneau unique, Galadriel a une vision fugace de ce qu'elle pourrait devenir, une souveraine sombre et puissante, transformée par l'influence de l'anneau en une version plus terrifiante et dominatrice d'elle-même. Cette séquence, qui la montre sur le point de succomber au pouvoir de l'anneau, n'est pas explicitement présente dans le livre, où le rejet de l'anneau par Galadriel est présenté de manière plus subtile, sans aucune construction visuelle ou narrative dramatique. Bien que ce changement puisse être perçu comme un embellissement cinématographique, il renforce la tension et le poids thématique du film. En visualisant la tentation de Galadriel, Jackson ajoute un sentiment d'immédiateté et d'enjeu personnel au pouvoir corrupteur de l'anneau, montrant que même les êtres les plus sages et les plus nobles ne sont pas à l'abri. La séquence onirique préfigure également la menace omniprésente de l'anneau et renforce l'idée que la tentation est constante, non seulement pour les faibles, mais aussi pour les très puissants. Le moment d'obscurité de Galadriel et sa décision finale d'abandonner l'anneau, associée à ses paroles ultérieures à Frodon, offre une exploration plus approfondie du thème central du choix, rendant son rejet de l'anneau plus immédiat et plus évocateur émotionnellement dans le contexte du film. Dans les films
Comme dans les livres, le roi sorcier d'Angmar, chef des Nazgûl de Sauron, est un adversaire redoutable et puissant. Cependant, la représentation de sa confrontation avec Gandalf dans Le Retour du Roi de Peter Jackson est moins nuancée que dans l'œuvre originale de Tolkien. Dans le film, le roi sorcier Gandalf s'affronte dans un combat intense et visuellement saisissant sur les remparts de Minas Tirith, où Gandalf tient courageusement bon face aux provocations du roi sorcier. La scène est un pur spectacle où les défenses magiques de Gandalf et le pouvoir surnaturel du roi sorcier s'affrontent de manière spectaculaire, avant d'être interrompus par l'arrivée des forces du Rohan. Dans le livre, le conflit entre Gandalf et le roi sorcier est bien plus psychologique et atmosphérique. Lorsque Gandalf affronte le roi sorcier, ce n'est pas par une démonstration de magie éclatante, mais par une détermination et une résolution sans faille. La capacité de Gandalf à tenir tête au roi sorcier est plus symbolique, soulignant sa force intérieure et sa foi en l'espoir, même face à des ténèbres accablantes. De plus, la défaite du roi sorcier dans les livres ne résulte pas d'un affrontement physique, mais de l'intervention d'Éowyn qui, accomplissant la prophétie, abat le roi sorcier d'un coup décisif. Les films simplifient cette dynamique, privilégiant le combat physique au détriment du mélange complexe de prophétie, d'espoir et de sacrifice qui sous-tend la chute finale du roi sorcier. Si l'approche cinématographique crée un spectacle palpitant, elle sacrifie la profondeur thématique plus nuancée que Tolkien avait insufflée au récit original, où le courage et le destin s'unissent pour vaincre un ennemi apparemment invincible. Dans le film La Communauté de l'Anneau, l'un des ajustements les plus marquants apportés à la chronologie est la décision de faire quitter la comté à Frodon peu après l'anniversaire de Bilbon, au lieu de 17 ans plus tard, comme dans l'histoire originale de Tolkien. Dans le livre, Frodon hérite de l'anneau et reste dans la comté pendant de nombreuses années, le voyage vers Foncombe n'ayant lieu que lorsque la menace de l'anneau devient plus imminente. Cet intervalle de 17 ans offre à Frodon une longue période de paix relative, durant laquelle il mûrit et se prépare à son départ éventuel de la comté. Le film condense cette chronologie, faisant en sorte que le départ de Frodon se produise apparemment quelques temps après l'anniversaire de Bilbon. Ce changement accélère le rythme de l'histoire et renforce l'urgence de la menace de l'anneau, plongeant Frodon et ses compagnons dans leur quête presque immédiatement. Si cette adaptation élimine la construction lente et contemplative du livre, elle convient parfaitement au cinéma, préservant la dynamique de l'intrigue. Si certains fans des livres pourraient penser que ce changement allège la longue période de préparation de Frodon, le rythme plus soutenu du film répond aux besoins narratifs et garantit que l'histoire reste captivante dès le début. Voilà toujours un plaisir de parler du Seigneur des Anneaux et je continuerai à parler du Seigneur des Anneaux comme j'ai envie d'en parler. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.